bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global. Nous sommes le lundi 17 février et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire du Courrier des Stratèges. Nous allons vous parler de l'important de l'actualité. Aujourd'hui, évidemment, on va vous parler de la recomposition fulgurante de l'ordre mondial, en tout cas européen, et un peu plus qu'européen, par Donald Trump. On va vous parler évidemment du discours du vice-président Vance à Munich, on va vous parler de la résolution du problème ukrainien, on va vous parler de la désintégration de l'Union européenne. Bienvenue dans ce rendez-vous, on va se parler 45 minutes à peu près, mais auparavant, je vous rappelle bien entendu nos petites actualités. On vous le redit, le Courrier des Stratèges, c'est accessoirement une chaîne YouTube, mais c'est essentiellement une publication en ligne à laquelle vous pouvez vous abonner. Nous le redisons, nous sommes aujourd'hui quand même un des seuls médias, nous sommes une société par action simplifiée, donc une des seules sociétés de presse totalement indépendante financièrement et transparente dans son fonctionnement. Donc n'hésitez pas à vous abonner au Courrier, nous avons besoin de vos abonnements pour nous développer. Nous remercions tous ceux qui renouvellent leur confiance parce que finalement on fait un bon mois de janvier, un bon mois de février. Vous êtes toujours un peu plus nombreux à nous retrouver, mais on aimerait que vous soyez beaucoup plus nombreux. Donc n'hésitez pas à souscrire, à nous rejoindre, à soutenir nos efforts. Puis retrouvez le fil Telegram qui est ici, c'est gratuit. Vous pouvez suivre nos actualités et facilement retrouver tous nos articles et bénéficier de quelques confidentiels de sondages, etc. Et puis, on fera cette semaine quelques points importants. Il y aura une interview vendredi importante. On aura la trilatérale avec Thierry Messant et Édouard Husson mercredi. Ne manquez pas ce rendez-vous. Jeudi matin, il y aura Ulrike Reisner qui nous parlera de la conférence de la sécurité à Munich et des problèmes mondiaux, en plus de ce que nous disons aujourd'hui, de ce que nous serons dit mercredi. Mais surtout, je ferai deux dossiers. Il y en a un que j'évoquerai pendant la semaine. On fera une semaine consacrée à la catastrophe économique qui s'annonce notamment en France. Ne manquez pas déjà hier l'émission que j'ai consacrée à l'aggravation, à l'alourdissement des impôts sur l'épargne et le patrimoine qui s'annonce en France, avec un rapport accablant de la Cour des comptes. Et puis vous retrouverez un papier sur la situation économique mondiale, un papier de fond, probablement en deuxième partie de semaine. Voilà, donc ne manquez pas de vous abonner. Et puis on va quand même parler de Donald Trump et de la recomposition du monde, de la recomposition de l'ordre mondial. Il y a eu plusieurs événements. La conférence sur la sécurité à Munich, où le vice-président Vance, on va en parler, a fait la une, mais il y a aussi tous les événements qui se passent en Ukraine et le mini-sommet européen qui a lieu aujourd'hui à l'Elysée, convoqué en urgence pour parler de la sécurité européenne. Alors on commence par Vance, puisque ça a été comme un discours doux à nos oreilles, cette affaire. Qu'est-ce que tu as pensé du discours? Alors, tu nous redis ce qu'est la conférence sur la sécurité à Munich? Donc la conférence sur la sécurité à Munich a lieu depuis une soixantaine d'années. Ça a été lancé au départ par l'entourage de Franz Josef Strauß quand il était ministre de la Défense de la République fédérale d'Allemagne. Donc ça, c'était dans les années 60, il y avait encore une Allemagne de l'Ouest et une Allemagne de l'Est. Et donc l'idée, c'était... On rappelle que Strauß n'était pas un grand gauchiste. Non, c'était un chrétien social, comme il se définissait lui-même, un conservateur bavarois, catholique bavarois, qui aimait bien le Leberkäse et la bière, et il le montrait par sa corpulence. Un homme bien de chez nous, quand même. Toi, tu n'es pas de ces régions-là, mais nous, voilà, c'est le grand peuple. Un très grand orateur. Peut-être le plus grand orateur de l'après-guerre en République fédérale d'Allemagne, qui a raté sa carrière parce que justement quand il était ministre de la Défense, il a été obligé de démissionner. Il avait fait arrêter des journalistes du Spiegel
qui avait révélé des secrets défense, enfin qui avait donné des informations sur des manœuvres de l'OTAN, déjà dans les années 60. Donc les problèmes n'ont pas changé. Et la conférence de Munich a lieu chaque année, au mois de février. Et c'est devenu, après la fin de la guerre froide, paradoxalement, avant on n'en parlait pas, c'était un événement relativement banal, mais après la fin de la guerre froide, c'est devenu un événement parce qu'il y a un moment où tout le monde avait l'air d'avoir accepté l'unilatéralisme américain, le monde unipolaire, et puis en 2007, Vladimir Poutine a fait un discours qui a stupéfait tout le monde, puisqu'il a dit « le monde unipolaire, c'est fini ». Et il a même ajouté, on a joué le jeu, nous, on a été loyaux, on a voulu de bonnes relations avec les États-Unis ne nous renvoient pas l'ascenseur, donc je vous dis c'est fini. Alors à l'époque, les uns et les autres ont dit Galège, il sera balayé, etc. Il y a eu la crise de Géorgie l'année suivante, qui était un test où Poutine a tenu le choc. À l'époque, la France d'ailleurs avait un peu plus d'indépendance de jugement. Sarkozy a freiné Merkel, a dit non, il faut trouver un arrangement avec Poutine. Puis après, il y a eu la crise ukrainienne. Bon. Et alors, 18 ans plus tard, certains disent il y a un discours aussi important que celui de Poutine à l'époque. Alors, moi je suis un peu sceptique parce que il n'est pas très long le discours de Vance. Mais disons qu'il a choqué, il a frappé les esprits. Il y avait qu'à voir la tête de Macron d'ailleurs. J'ai pas vu. Ah oui, il y a une photo assez étonnante où Macron, quand il prend l'air, quand il lève son sourcil gauche, et disant qu'est-ce qu'il raconte l'autre, mais oui, Vance a dit vous ne respectez pas la démocratie, vous avez refusé le suffrage universel en Roumanie, il faut comprendre que tout ça c'est fini, et si nous avons des valeurs communes, c'est pas les vôtres actuelles, vous les gouvernants progressistes européens. Bon. Alors donc, il a beaucoup, ça nous a fait plaisir à nous au Courrier, ne le cachons pas, ne boudons pas notre plaisir, il a beaucoup critiqué la censure qui est pratiquée officiellement par les gouvernements démocratiques européens qui se prétendent libéraux. Redisons-le, le libéralisme c'est la liberté. Tous ceux qui me disent « Ah, l'ultralibéralisme c'est horrible, mais abat la censure sur les réseaux sociaux », rappelons quand même que les régimes qui luttent contre la censure, c'est les régimes libéraux. Hein. Donc le mot n'est pas un gros mot. Mais donc nous, ça nous a fait plaisir d'entendre que Vance disait vous n'avez pas à pratiquer la censure sur Internet au nom de la lutte contre la désinformation, mésinformation, complotisme, etc. Donc, d'une certaine façon, pour nous, c'est un discours encourageant, ne le cachons pas. Voilà. Moi, ça m'a confirmé une chose, c'est que ce que j'appelle la révolution trumpienne, parce qu'il y a une révolution trumpienne de fait, elle est d'abord intérieure. Et je crois que ça, il ne faut jamais l'oublier. Il y a cette ambition, peut-être que Trump échouera, mais de nettoyer ce que certains appellent le deep state. Alors ça ne veut pas dire que Trump ne va pas recréer son deep state à lui, mais en tout cas, comme souvent dans les révolutions, il veut remplacer une élite par une autre. Et donc, ce que Vance est venu dire, eh bien c'est votre jeu d'oligarque qui confisque le suffrage universel et qui est typique de ce qu'il a appelé l'Europe des commissaires d'ailleurs. C'est assez drôle parce que là, alors là, pour le coup, ça fait vraiment... il l'a dit en allemand d'ailleurs, non? Il n'a pas dit commissaire. Alors il faut que je réécoute parce que moi j'ai lu le discours vendredi soir, qui a été tout de suite publié par The Spectator, et donc il faut que je vérifie. Et en tout cas, il a dit ça très clairement, et c'est d'abord une priorité de politique intérieure. Il fallait quand même oser dire le premier danger pour nous, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine. Il a quand même dit ça. C'est le danger qui pèse sur les libertés publiques. Oui, mais alors attends, parce que on va. Alors donc ensuite, ça a fait plaisir. Ça a fait plaisir. Ah, ça nous a flattés, nous qui sommes victimes de censure de la part de normistes qui nous expliquent que dès qu'on leur demande de brancher leurs neurones, on est des complotistes. Mais là aussi, il ne faut pas faire de généralité. Nous sommes tous complotistes quelque part, nous sommes tous normistes quelque part. Il n'y a pas d'un côté les gens qui pensent qu'ils sont éveillés, de l'autre qui les endormis. On a tous une face endormie, tous une face éveillée. Mais sur le fond, d'abord, disons-le, il n'a pas parlé de sécurité. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est quasiment idéologique.
c'est une vision révolutionnaire qui est que il y a un problème de gestion intérieure qui est le plus important à résoudre et qui permettra de se tourner ensuite vers les problèmes de sécurité. En fait, c'est ça ce qui est sous-jacent. Et en fait, il veut Trump. Moi, j'ai pas vu ça comme ça. Bon, on va en parler. Non, alors, oui, avant d'oublier, je voudrais faire une petite remarque sur Vance et sur le vice-président des États-Unis. Ce que Trump est en train de faire est assez novateur parce que, alors il faudrait relire l'histoire des États-Unis, mais il est rare que le vice-président joue un rôle actif. En général, le vice-président est plutôt dans son bureau et le président le redoute puisqu'il se dit il pourrait m'empêcher d'être candidat à nouveau. Il pourrait devenir Brutus, tuant César. Voilà. Et là, alors Trump, c'est son dernier mandat, ne serait-ce que pour des questions d'âge de toute façon. Donc là, il y a vraiment un vice-président très actif et qui visiblement a pour l'instant suffisamment la confiance de Trump pour pouvoir parler en son nom, parce que c'est ça qui s'est passé à Munich. Moi, je l'interprète différemment. Et ben voilà, on va avoir un débat. On va avoir un débat musclé. Moi, je l'interprète un peu différemment parce que justement, moi, je pense que Vance, il a fait du window dressing, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a agité des chiffons rouges pour faire de la polémique, pour plaire aux Trumpistes européens. Nous en faisons en partie, mais si j'ose dire, mais avec les distances qu'on dit, puisque nous, on n'a pas de mal à dire ce qu'on pense de Trump, pour le bien comme pour le mal. Et je pense qu'en réalité, le fait que ce soit Vance qui vienne parler montre qu'au fond, Trump a voulu vider cette conférence de Munich de tout impact et il a envoyé un chiffon rouge qui a plu à ceux qui aiment le chiffon rouge et qui a déplu à ceux qui détestent le chiffon rouge. Je pense que ça a été du window dressing sans épaisseur. Et qu'au fond, ça a été un discours pour la frange trumpiste de l'opinion en Europe. Ça a été un discours de provocation délibérée pour... d'une façon ou d'une autre, nourrir les sbroufs trumpiennes, et qu'en fait, politiquement, ça s'est passé ailleurs, et d'ailleurs, c'est au moment de la conférence de Munich, on en parlera une fois qu'on aura évacué le sujet Vance, que Trump a dit, non mais attendez, les choses sérieuses, ça va se passer en Arabie Saoudite, entre les États-Unis et la Russie, et puis l'Europe, ça n'existe plus, de toute façon, vous êtes des vieux rétrogrades avec votre lutte contre les fake news, etc. Je pense que le message qui est passé, et comme ça, j'en profite pour dire, je suis désolé pour les toc-toc-toc que vous entendez, c'est des travaux qui ont lieu à côté du studio. Nous n'y pouvons pas grand-chose, malheureusement. Il n'y a rien qui t'a perturbé quand même dans ce discours, cette ode à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux? Quand un État parle d'une défense à 100% de la liberté d'expression, on sait bien par expérience qu'aucun État ne peut supporter la liberté d'expression à 100%. Parce qu'il n'y a aucun gouvernement. Aucun gouvernement élu. Donc ce qui sera intéressant, ça sera de regarder où le gouvernement américain met des limites. Si je prends l'exemple de Musk sur X, il est évident que la liberté d'expression, elle est totale, sauf quand on parle d'Israël et de la Palestine. Et là, tout d'un coup, alors c'est que Vance n'a pas cité. Il n'en a pas du tout parlé. Il a fait la liste des choses horribles en Europe, les anti-musulmans emprisonnés, les anti-avortements emprisonnés, mais il n'a pas du tout parlé de la censure qui s'exerce sur les critiques vis-à-vis de ce communautarisme moderne qu'est le sionisme. Voilà, et donc il va falloir suivre ça, et puis il y a beaucoup de questions qui vont se poser, on va en reparler, mais imaginons que la négociation entre la Russie et les États-Unis ne se passe pas de manière aussi lisse que ce que certains imaginent, et moi je suis sûr d'ailleurs qu'elle ne se passera pas de manière aussi lisse que ce que certains imaginent. Il y a peut-être un moment où il y aura à nouveau une tension forte entre États-Unis et Russie, et alors là on verra bien si on a le droit de tout dire. Bon, alors, moi je vais encore paraître arrogant vis-à-vis d'un certain nombre de gens qui m'ont écrit « Ah, c'était magnifique, des gens que je vois régulièrement extrêmement suspicieux vis-à-vis, je les vois chaque fois que Macron ou je ne sais qui prend la parole, ça cache quelque chose, et c'est Rothschild, etc. Et là, quand Vance parle, tout à coup, c'est le bon Dieu, c'est Bernadette Soubirous voyant arriver la Vierge Marie. C'est la Sainte Bernadette d'ailleurs demain.
bonne fête aux Bernadettes. Et puis n'oubliez pas d'aller dans une grotte, sans doute que vous ferez des belles apparitions. Non, allez, c'est pour rire. Je vais agacer donc tous ceux qui sont émerveillés par le discours de Vance et qui ne peuvent plus supporter le moindre discours officiel en disant ça cache quelque chose. Moi, je rappelle, et je ferai un dossier cette semaine dans le Courrier, je rappelle que celui qui a lancé la campagne de Vance, celui qui a lancé la carrière politique de Vance, c'est un certain Peter Thiel, qui est un grand financier américain. Peter Thiel a fondé PayPal, alors je détaillerai ça, je vais très vite aujourd'hui, a fondé PayPal au début des années 2000 avec Elon Musk. Il a aussi fondé une entreprise qui s'appelle Palantir, que Vance a aidé à développer. Vance a été un leveur de fonds pour Peter Thiel. Vance a lancé Rumble avec Peter Thiel. Les intérêts financiers de Peter Thiel et de Vance sont très liés. Puis, la première campagne électorale de Vance pour devenir sénateur a été financé à 15 millions de dollars, c'est pas rien, 15 millions de dollars pour une campagne pour devenir gouverneur par monsieur Peter Thiel. Et Peter Thiel est aujourd'hui le patron de la boîte qui est la plus rentable, beaucoup plus rentable que Nvidia et beaucoup mieux capitalisée que Nvidia en proportion du chiffre d'affaires que Nvidia. Cette boîte qui s'appelle Palantir est une boîte dont le métier et de surveiller l'activité numérique des gens. La police française a acheté, le gouvernement français a acheté le logiciel que Palantir a développé, qui s'appelle XKeyscore, qui permet de profiler les utilisateurs d'Internet d'un pays pour identifier les menaces et pour pouvoir les fliquer. Et ces logiciels permettent par exemple de récupérer tous vos emails, alors pas le contenu des emails, mais les destinataires de vos emails, les objets de vos emails, les pièces jointes de vos emails, et de les mettre dans une grande marmite pour surveiller automatiquement avec des algorithmes extrêmement performants l'ensemble de votre vie privée, l'ensemble de vos relations, l'ensemble de vos connexions, avec des logiciels de reconnaissance faciale, tout ça avec de l'intelligence artificielle. Donc moi, ce qui me perturbe, c'est que quand le vice-président des États-Unis, qui est financièrement porté par une entreprise qui est la grande entreprise de la surveillance mondiale, de la surveillance numérique, du flicage numérique, beaucoup comme nous ont dénoncé cette société de la surveillance, ce capitalisme de la surveillance qui par exemple a justifié la création du pass sanitaire. Ce qui m'étonne, c'est que les gens qui nous ont rejoints à l'époque en disant ah bah l'euro numérique, la surveillance numérique, blablabla, bla, 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 chose que nous continuons à combattre, des gens qui nous ont rejoints à ce moment-là disent ah Vance il est génial. Enfin Vance il est porté quand même par des gens qui développent tous ces outils. Et donc moi je pense que ce qui se passe, mais on ne le sait pas encore, c'est trop tôt pour le savoir, mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux visions de la surveillance numérique dans le monde. Il y a une vision européenne qui consiste à interdire les contenus gênants, les contenus complotistes, on va dire ça comme ça, dissidents, et puis il y a une vision américaine qui consiste à dire, mais non, laissez-les s'exprimer, et ça va permettre de mieux les surveiller, et ça va permettre de les combattre par des techniques d'infiltration de l'opinion. Voilà. Mais je pense que Vance, il a fait du window dressing en disant je suis pour la liberté. Je pense qu'en réalité, il est quand même le cheval de Troie de la surveillance numérique. Je suis désolé de décevoir plein de gens qui vont me dire ah mais vous salissez tout. Je suis désolé de montrer ma différence avec un certain nombre de pro-Trump qui se sont émerveillés, qui vous ont pas du tout dit la face cachée de Vance. Mais enfin notre rôle, nous, on considère, c'est de vous informer de façon libertarienne, c'est-à-dire indépendante, et d'être capable de penser par nous-mêmes sur tous les sujets sans être dépendant de puissance financière ou de chèques qu'on fait pour dire vous dites que du bien de Vance et vous cachez sa vie privée, si j'ose dire. Et dans la pratique, le monsieur Vance, c'est quand même un lobbyiste de la surveillance numérique. Disons qu'il y a deux parties. Il y a les Européens qui sont pour la tyrannie où on surveille quand même. Et puis, ce que tu es en train de dire, c'est que Vance, il est pour la liberté surveillée.
mais il est pour la liberté, mais oui. surveillé. C'est Trump qui dit non mais que TikTok surveille un peu nos adolescents, c'est pas très grave, dès lors qu'on a accès aux données qu'il recueille sur nos adolescents. Par ailleurs, moi je reviens, c'est un peu mon thème lancinant, je trouve dommage que ce que fait Trump d'une part et ce que fait Vance, ce que dit Vance, c'est très bien, mais je trouve dommage qu'on ne se dise pas, mais est-ce que vraiment il a fallu attendre que les États-Unis fassent bouger les choses ou disent qu'ils vont faire bouger les choses pour nous les faire bouger chez nous? Et en réalité, c'est une illusion. On ne va pas faire bouger les choses parce que les Américains nous disent qu'il faut les faire bouger. Et s'ils détruisent des choses, ensuite, c'est eux qui auront l'initiative. Et ça, c'est un débat que j'ai, moi, et j'ai vu les réactions suite à l'interview qu'on a fait la semaine dernière. Sur le patriotisme. Sur le patriotisme. Mais si vous êtes patriote, vous n'avez pas besoin des États-Unis pour vous dire que vous êtes patriote et pour vous dire comment être patriote. Et ça, je crois que c'est un problème. C'est le problème qu'on a eu à la Libération en 44-45, c'est qu'il y a tous ceux qui ont dit à l'époque, ils étaient sincères, merci aux États-Unis de nous libérer. Mais non, merci à De Gaulle et à la résistance, y compris les communistes, d'avoir permis que la France ne soit pas sous administration américaine décidée par Roosevelt. C'est très différent. Ensuite, que les États-Unis aient prêté de l'argent, qu'il y ait eu des choses positives, personne ne va le nier. Mais c'est aussi parce qu'à l'époque, on avait des élites françaises. D'abord, il y a eu une épuration, il faut quand même le rappeler. Et ensuite, il y a eu des élites françaises qui étaient patriotes. Et qui avaient un projet français. C'est pour ça que ça a marché l'après-guerre. C'est pas parce que les États-Unis nous ont aidés. Et là, le piège, il vient de ce qu'on est très affaibli. Réellement, même par rapport à 44-45, on est très affaibli et on n'a plus le ressort pour vouloir quelque chose politiquement. Bon, c'est ça qui est grave. On va en reparler, mais en fait, ce que je te suggère, parce qu'on vous fait une petite confidence, après l'enregistrement de l'émission, on va déjeuner. Pendant le déjeuner, je voudrais te suggérer qu'on lance une émission sur qui s'appellera peut-être quelque chose comme Que dirait De Gaulle ou De Gaulle dirait, où on referait la lecture du monde et de la politique étrangère comme si c'était le général de Gaulle qui dirigeait ce pays. Alors, on en reparlera. En attendant, donc Trump a d'une certaine façon court-circuité cette conférence à Munich où on s'attendait à ce que Vance parle de la politique américaine vis-à-vis de l'Ukraine. Il ne l'a pas fait. Et Trump a bousculé, comme à son habitude maintenant, le jeu en annonçant, hors micro si j'ose dire, dans son coin, qu'une conférence de négociation, de paix allait avoir lieu en Arabie Saoudite. Alors, on va en parler. Avant, finissons sur la conférence de Munich. Il y a un discours qui n'a pas été relayé par nos médias. C'est le discours du ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi. Et Wang Yi, il a parlé du monde multipolaire. Il a parlé surtout, moi c'est le thème qui me tient à cœur, qui est la question de l'égalité pour tous les peuples d'accès à la discussion dans les affaires internationales. Il a dit il y a des tailles différentes, mais il y a un principe de base, et c'est comme ça que l'ONU fonctionne d'ailleurs. Les Chinois disent en ce moment qu'ils veulent faire fonctionner l'ONU bien, et qu'elle ne fonctionne pas bien, mais que ce n'est pas une raison pour s'en débarrasser. C'est quand même un message intéressant. Et il a parlé du monde multipolaire, et il a dit que ça ne sera pas seulement la gestion de quelques grandes puissances, ça ne sera plus le monde unipolaire, ça ne sera pas simplement la gestion de quelques grandes puissances, c'est un monde où tout le monde aura son mot à dire. Alors, là aussi, ne soyons pas naïfs, la Chine est un mastodonte, et la Chine, par ailleurs, plus que le Luxembourg, ça c'est sûr. Voilà. Et la Chine, par ailleurs, exactement comme Trump revigore l'oligarchie américaine en remettant de la démocratie dans le système, la Chine va faire avancer ses intérêts en donnant la parole à beaucoup plus de pays. Bon, il faut comprendre, c'est ça les jeux des puissances. Il n'empêche que moi je suis très étonné de voir comment tout le monde s'est précipité sur le discours de Vance qui avait un effet miroir aux alouettes, on est bien d'accord, et personne n'a parlé du discours de Wang Yi qui était d'autant plus important que les Russes n'étaient pas présents à la conférence de la sécurité de Munich, malgré la demande de Trump d'ailleurs au passage. Hein. Et mais Lavrov a fait des déclarations qui font écho à ce que dit Wang Yi. Donc en ce moment on a la Russie et la Chine qui se préoccupent de l'ordre international, de l'ordre multipolaire et qui disent il faudra que beaucoup plus de pays aient droit à la parole dans les conférences internationales et ça se passera essentiellement au sein de l'ONU. Bon. Et ça, personne n'en a parlé.
Et on voit bien que c'est ce qui petit à petit va devenir le point de rupture entre les États-Unis et l'Europe. C'est cette recomposition, puisque l'Europe est l'exemple même du système où on cherche à centraliser au lieu de décentraliser. Et ces deux visions du monde s'affrontent. Alors, dis-nous ce que Trump a proposé sur l'affaire ukrainienne. Alors Trump, il n'est pas le seul à avoir parlé. Hein. Il y a Marco Rubio, son ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, comme on l'appelle aux États-Unis, qui a parlé aussi. Et il y a Vance qui a fait des confidences en marge de la conférence de Munich. Bon, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait mentionner. Mais disons que ce qui a quand même retenu l'attention, c'est Trump qui est allé, je crois, à un événement sportif. Il est revenu avec Air Force One et à la sortie d'Air Force One, il a fait des déclarations. Et donc c'était ce week-end. Et entre autres, il a dit je vais parler directement avec Poutine. Les pays européens n'auront pas voix au chapitre. D'ailleurs, l'Europe, il a dit littéralement, hein, l'Europe c'est devenu le tiers-monde. Alors la différence avec le tiers-monde, c'est que pour l'instant, personne ne dit aux Européens ce qu'ils doivent faire. Ils ont cette chance-là. Mais en tout cas, il a dit ouvertement, il y a un mot qui est censuré en Europe, c'est le mot paix. Mais moi, je veux faire la paix avec Poutine. Alors, à partir de là, une série de discussions qui surgissent parce que Rubio a dit attention, attention, les Russes vont devoir quand même tenir compte d'un certain nombre d'exigences que nous avons. Vance a dit mais si les Russes ne viennent pas à la table de négociation, il y aura éventuellement une continuation de la guerre. D'ailleurs, Trump avait été menaçant il y a quelques semaines en disant qu'il y aurait peut-être une nouvelle vague de sanctions, etc. Donc, mais toujours est-il que depuis hier, on entend les Européens, pardonnez-moi le mot, mais glapir, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en disant mais comment, c'est scandaleux, nous voulons avoir voix au chapitre, c'est trop injuste, voilà. Et c'est quand même assez drôle à regarder, dans la mesure où si l'Europe avait voulu avoir une voix au chapitre, il ne fallait pas être aligné absolument sur l'administration Biden pendant 3 ans. Et donc il fallait s'attendre à un retour de bâton, surtout après avoir dit si Trump devenait président, ça serait le cauchemar. Concrètement, donc, il propose quoi, Trump, aujourd'hui, pour résoudre le conflit ukrainien? Alors, et c'est un point extrêmement important. Je fais une remarque générale. Je suis désolé, je fais toujours de longues introductions, mais je fais une remarque générale. Des tunnels, on appelle ça des tunnels. Des tunnels. Bon, alors je sais pas. Alors, je vais sortir du tunnel, c'est promis. Mais pour sortir, il faut que j'aille là où je vois la lumière. Et donc, ce qui me frappe je parlais du discours de Wang Yi, je parlais de Lavrov. En fait, il y a beaucoup d'agitation autour de Trump, mais cette agitation, elle est en Europe. Le reste du monde ne bouge pas beaucoup. Ils ont eu le sommet de Kazan. Les BRICS ont dit ce qu'ils avaient à dire. La Chine a une diplomatie, la Russie a une diplomatie. L'Arabie Saoudite, on va en reparler, a une diplomatie. L'Iran a une diplomatie. Donc, ils ne sont pas très émus parce que dit Trump. C'est surtout en Europe, et il va falloir comprendre pourquoi, que ça... Enfin, c'est surtout notre éviction qui nous met en rage. Et d'ailleurs, ça n'émeut pas la Chine ou la Russie, hein, notre éviction. C'est pas... on le comprend. Voilà. Donc, à partir de là, il faut regarder en face le contenu des... ça y est, je suis sorti du tunnel. Le contenu des discussions entre les États-Unis et la Russie. Discussion pour l'instant limitée, un appel téléphonique entre Trump et Poutine il y a quelques jours et une conversation entre Marco Rubio, secrétaire d'État américain, et son homologue Lavrov. Bon. Mais ce qui est très frappant dans les comptes rendus dans les deux cas, c'est qu'il y a une liste de sujets. Il s'agit des sanctions contre la Russie, il s'agit de l'énergie, il s'agit de Gaza, et on dit, et il y a aussi l'Ukraine, mais pour l'instant les Russes ne considèrent pas que l'Ukraine c'est le sujet de discussion avec les États-Unis. C'est quand même assez étonnant. Hein. Et pourquoi... C'est une économie générale. Ils disent en gros, on va faire un package. Mais parce qu'en fait, ça veut dire, les Russes ont des défauts, mais ils ont aussi des qualités, la ténacité, la continuité dans la diplomatie. En 2021, à l'été 2021, en juin pour être plus précis, Poutine a proposé un règlement de sécurité global aux États-Unis.
pour l'Europe et puis sur un certain nombre de sujets. À l'époque, ça a été rejeté, puis après, il y a eu la guerre d'Ukraine. Mais là, les Russes reviennent en disant ben non, il n'y a pas que l'Ukraine, il y a un certain nombre d'intérêts. D'autant plus que quand Trump dit « je veux le Groenland », les Russes disent « attendez, c'est l'Arctique, c'est juste de l'autre côté de chez nous, donc vous ouvrez un front de plus ». C'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc c'est le truc amusant, c'est que il y a quand même un côté cow-boy chez Trump, chez Vance, et qui disent vous allez voir l'Ukraine, et puis les Russes ils vont devoir écouter ce qu'on a à leur dire, et puis ils vont bien devoir faire des concessions. Mais en face, visiblement, la Russie dit bah non. Pourquoi des concessions? Alors, il y a des discussions en Arabie Saoudite, je ne sais pas si elles commencent aujourd'hui ou demain. Il y a effectivement, Trump a désigné Witkoff, qui a été l'auteur du cessez-le-feu à Gaza. Qui est le promoteur immobilier de son État. Il envoie son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, et il envoie son secrétaire d'État, Marco Rubio. Je ne sais pas, pour l'instant les Russes n'ont pas dit qu'il y aurait en face, ce qui veut dire d'ailleurs que je ne sais pas si ça va aller si vite que ça, mais l'important c'est en Arabie Saoudite, alors là pour le coup quelle leçon à l'Europe? L'Arabie Saoudite a passé le mandat de Biden à dire à Biden on ne peut pas être traité comme vous faites, et par ailleurs nos intérêts ils sont avec vous mais ils sont aussi avec la Chine. Bon. Eh ben, si l'Europe avait fait la même chose, si l'Union européenne avait fait la même chose pendant toute la guerre d'Ukraine, ben, on serait aujourd'hui peut-être que la conférence elle aurait lieu à Paris ou à Berlin ou à Rome. C'est quand même l'Union européenne. Ou à Varsovie. Peut-être à Varsovie aussi, oui. Il aurait fallu pour ça que les Polonais se modèrent. Et puis, je ne sais pas si les Russes seraient venus volontiers à Varsovie. En tout cas, en diplomate. Peut-être autrement. Mais voilà. Donc, accompagner. Voilà. Mais enfin, l'Arabie Saoudite, en fait, est dans la position où l'Europe aurait dû être au terme des 3 ans de guerre. Alors, on notera quand même au passage. Puisqu'il y a des signaux qui sont envoyés. Par exemple, cette présence en Arabie Saoudite, qui est en effet un signal fort de désaveu pour l'Union européenne, qui, au fond, s'est absentée de son siège en se faisant souvent plus pro-Zelensky que Biden lui-même. Trump semble avoir proposé un deal à Zelensky en lui disant « on vous offre le soutien américain », si vous nous donnez accès à la moitié de vos terres rares. Et Zelensky a dit non, jamais. Voilà, alors là, il y a le russe sarcastique qui dit, de toute façon, je veux dire, les terres rares, c'est nous qui avons pris déjà plus de la moitié. Mais plus sérieusement, effectivement, en fait, l'obsession de Trump, elle est double. C'est d'abord faire des économies pour le budget de l'État, et donc il considère que, je crois que c'est 300 milliards que les États-Unis ont versé, qu'il faut les récupérer d'une manière ou d'une autre. Donc il dit en gros à Zelensky, vous nous donnez 500 milliards, la possibilité de générer 500 milliards, et on commence à s'intéresser à votre cas. Bon. Et la deuxième... Ce qui en soi quand même est un raisonnement... qui éclaire la logique de Trump. Exactement, et c'est le deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'il y a une cohérence à tout ce que fait Trump, Groenland, Canada, Gaza, Ukraine. Il faut mettre la main sur des ressources naturelles, qu'il s'agisse des hydrocarbures, qu'il s'agisse des terres rares, qu'il s'agisse de l'uranium, on en reparlera sans doute. Il faut, parce que, d'abord, il faut assurer l'approvisionnement énergétique des États-Unis, alors que la Russie et la Chine travaillent ensemble et accumulent un certain nombre de ressources, ne serait-ce qu'en les drainant, et puis elles ont les leurs. Et puis il y a aussi le grand spectre de tout ça. Ça rejoint la question du protectionnisme, etc. Le grand spectre, c'est la puissance du dollar. Et l'un des moyens pour les États-Unis de savoir que le dollar reste fort, c'est qu'ils aient beaucoup de matières premières qui servent de garantie physique au dollar papier. Et ça, c'est essentiel. Au début des années 70, Nixon a supprimé le lien entre le dollar et l'or. Qu'est-ce que fait Kissinger? Il va voir les États arabes, il leur dit on va monter ensemble le prix du pétrole. Et pourquoi? Parce que c'était une garantie pour le dollar. Ça couvrait la dévaluation du dollar, en fait. Ça voulait dire que le dollar ne chuterait pas au-delà d'un plancher. À cette difficulté près, qui est propre à la contradiction de la doctrine Trump,
c'est que quand tu fais du protectionnisme, pour défendre ta balance commerciale, tu as intérêt à faire baisser la valeur de... Asselineau explique ça très bien. Oui, j'ai dit du bien d'Asselineau aujourd'hui. Ça va pas. Hein, je vais passer un scanner, là, je ne suis pas bien. Et donc, Asselineau l'explique très bien. Quand on a des coûts de production élevés et qu'on veut équilibrer sa balance commerciale, on fait baisser la valeur de sa monnaie pour dégager de la compétitivité. Le problème de Trump, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quand même que si le dollar monte trop, il va ruiner les effets de ces barrières protectionnistes parce qu'il va annihiler l'avantage qu'il se crée. Donc il y a un sujet, il y a une contradiction interne au trumpisme sur le dollar. Bon, mais donc en tout cas, en attendant, donc on voit que Trump a décidé de changer l'ordre mondial en ayant une discussion bilatérale directe avec Poutine sur l'ordre européen. On peut dire ça comme ça ? Oui, oui, oui. Alors, moi, je nuancerais dans la formulation. Il dit qu'il va changer l'ordre mondial et en réalité, il va essayer de s'adapter au nouveau monde qui a émergé par la faute de Biden, qui a émergé plus vite que prévu par la faute de Biden. C'est-à-dire un monde multipolaire. Ça serait arrivé. Mais ça a émergé plus vite que prévu et Trump est dans une position plus défavorable que lors de son premier mandat. Donc, il est obligé de s'adapter et alors il roule les mécaniques en disant maintenant c'est moi et Poutine, ça va être moi et Xi Jinping. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'il faut s'adapter. On revient quand même à ce système où, au fond, je vais caricaturer, les USA et l'URSS se partagent le monde. Oui, et alors, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'au fond, le dernier Kissingerien, c'est Donald Trump. Alors, Kissinger était trop mouillé avec le reste de l'élite. Rappelle-nous en 2 mots la doctrine Kissinger. Alors, la doctrine Kissinger, au début des années 70, elle tient en quelques éléments. Premièrement, il y a 3 grandes puissances, c'est les États-Unis, la Russie et la Chine, et les États-Unis doivent empêcher l'alliance des deux contre eux-mêmes. C'est pour ça que Nixon est allé rencontrer Mao. Bon, alors ça a très bien marché à l'époque, et puis ensuite, après la fin de la guerre froide, la politique américaine, les néocons et les autres, ils étaient persuadés de l'hyperpuissance américaine, et donc ils ont fini par coaliser la Russie et la Chine. C'est la négation de Kissinger. Alors Kissinger était un être double. D'un côté, il avait cette lucidité géopolitique, et puis de l'autre, il profitait, il était heureux de profiter du système américain, donc il a fini par atténuer ses critiques à la politique étrangère américaine, puis surtout, M. Trump n'était pas fréquentable. Quand on s'appelle Henry Kissinger, on n'allait quand même pas se mouiller avec ce vulgaire promoteur immobilier de New York. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, si Kissinger était resté fidèle à son intelligence de la période Nixon, Trump, c'est son dernier disciple, en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais alors, ça ne veut pas dire que les États-Unis renoncent du tout à la puissance. Au contraire, c'est une façon plus intelligente, selon Kissinger, ou aujourd'hui selon Trump, d'exercer la puissance américaine. Alors, tout l'enjeu va être de voir la réaction européenne. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on dit d'ailleurs depuis plusieurs semaines, hein, avant même l'arrivée de Trump sur son siège, sur son trône, je vais dire, on le disait, l'Europe est au pied du mur désormais, c'est-à-dire que soit elle veut exister et elle doit d'une façon ou d'une autre affronter les États-Unis, soit elle reste collée aux États-Unis et elle accepte sa vassalisation complète et même sa satellisation complète. On va devenir la Finlande. On va devenir aux États-Unis ce que la Finlande a été à l'URSS. Alors l'alternative maligne dans un environnement contraint, c'est Giorgia Meloni qui va le faire un peu comme la commedia dell'arte. Elle va pleurer avec tout le monde, c'est terrible, perte d'influence, etc. Puis pendant ce temps, elle va négocier directement avec Trump un accord bilatéral. Ça c'est le double jeu. C'est le double jeu, voilà. Ensuite, il vaut d'ailleurs mieux l'exclure. Enfin moi, je vais me faire l'avocat du diable. Je serais Macron, je ne prendrais pas Mélanie, parce qu'on sait que c'est la planche pourrie qui va tout faire pour que ça rate, tout en faisant croire qu'elle est avec nous.
Oui, mais elle va défendre les intérêts de l'Italie en fait. Objectivement, elle va en se disant tout ça est confus à court terme. Et donc elle va essayer de s'en sortir parce qu'elle avait d'abord annulé sous pression des États-Unis la participation de l'Italie aux nouvelles routes de la soie, et puis là elle est en train de renégocier des choses avec la Chine. Donc quand même, les Italiens sont quand même malins. Hein. Roublard, c'est bien raciste ça, ce que tu dis. Non, parce que ce sont de redoutables diplomates et que par ailleurs, je pense qu'à la différence de beaucoup de hauts fonctionnaires français, il y a à Rome énormément de patriotes. Alors, c'est pas très glorieux, on a les bases américaines, on a... Oui, il y a des dizaines de bases américaines voilà. en Italie. Mais en même temps, on va se remettre à discuter avec la Chine, on fait un discours comme Meloni pour expliquer que la capitale de l'Union européenne devrait être à Rome, c'est ce qui est conforme à l'histoire, bon, etc. Donc les Italiens vont tirer leur épingle du jeu. Alors, il y a les Polonais qui vont dire ah ben c'est génial ce que dit Trump. Oui, enfin, sauf que Tusk il aime pas beaucoup, mais la population polonaise va dire ça. Les Polonais qui aujourd'hui considèrent que officiellement l'argent européen doit servir à acheter des armes américaines. Voilà. Et qui s'en cache pas, bah, au moins c'est carré comme ça. Et puis alors il y a Macron, qu'est-ce qu'il va nous faire? Macron, il va nous dire non, moi je vais organiser la résistance à Donald Trump. Alors là je pense que, j'imagine que quelquefois Trump a besoin de rire dans la journée et ça va le faire rire. Est-ce que je peux faire des remarques complotistes? Bah, de toute façon, personne ne se fait d'illusions. Alors donc moi je voudrais quand même redire que la dernière fois que Macron s'est lancé dans une grande tirade sur l'OTAN est en état de mort clinique et il faut créer une défense européenne, ce qui est un peu le discours que moi je soutiens par ailleurs. La dernière fois c'était courant 2018, il avait dit ça en octobre 2018 au sommet de l'OTAN, fin octobre 2018. L'OTAN est en état de mort clinique. Juste avant son itinérance mémorielle pour célébrer la fin de la guerre 14-18, et il s'est pris les gilets jaunes dans les dents. Alors, c'est probablement sans lien. Mais enfin là, ce qui me fait plutôt marrer, c'est que on remet la sauce sur le feu, dans la casserole, si j'ose dire, sur la défense européenne. Macron s'y réessaye. Il y a cette histoire, Candace Owens, que nous avons analysée comme des espèces d'avertissements, on pourra peut-être en dire 3 mots, 30 secondes. Mais là, je vois que Alexandre Jardin et Daniel Guichard lancent un mouvement type gilet jaune sur les ZFE. Sur les ZFE. Je lisais hier sur le fil de Damien Rieu, que je salue, il fait la pub pour le mouvement des Lanternes Rouges qui est lancé, je ne sais plus où, à Avignon ou à Aix-en-Provence, par les commerçants qui en ont marre du racket fiscal. Donc on voit que les codes couleurs vont revenir et il se trouve que ça tombe au moment où on parle de la défense européenne. Donc je ne sais pas si Macron va avoir les coups des franches pour faire ce qu'il veut sur ce sujet. Et puis, alors il ne faut pas oublier que par ailleurs, il y a 2 pays qui vont jouer un rôle. Le premier, c'est la Grande-Bretagne, qui semble vouloir pousser à une radicalisation, voire un grave incident en Ukraine, en espérant que ça arrêtera les démarches de Trump. Il y a quand même eu un drone qui a atterri sur la centrale de Tchernobyl. Les Ukrainiens disent c'est les Russes, et puis on n'en a plus du tout parlé. Mais tu as remarqué quand même que Keir Starmer annonce l'envoi de troupes britanniques. Propose l'envoi de troupes britanniques pour offrir des garanties de sécurité. Il dit, moi je veux être un pont entre les USA et l'Europe. Voilà. Donc, et il est au sommet, au mini-sommet de l'Élysée aujourd'hui. Donc il y a un jeu britannique propre, et puis je rappelle, on va en parler d'ailleurs, à la fin de la semaine, là, et il y a dimanche prochain des élections en République fédérale d'Allemagne, et on ne sait pas ce qui va en sortir, mais il est probable que Friedrich Merz arrive en tête, le candidat chrétien-démocrate, le candidat conservateur, et Merz est un partisan de la fermeté et même de l'agressivité vis-à-vis de la Russie.
Donc le jeu de Macron, il est quand même beaucoup plus limité qu'en 2018, où d'abord il avait encore une aura à cette époque, il avait encore une réputation, une bonne réputation, et il y avait une Merkel qui était en fin de règne, et qui au fond gérait les affaires courantes, et elle était sur le mode pas de vague. Et puis il y avait à l'époque une Grande-Bretagne qui était occupée par son Brexit. Là on est dans un contexte différent. Ce qui fait que je rends hommage à ton complotisme, mais il se peut qu'il y ait aussi des facteurs plus classiques de relations internationales. Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre de mon point de vue. Simplement aujourd'hui, de fait, Macron est celui qui convoque un sommet européen sur la défense pour aller vite, incluant la Grande-Bretagne et en présence de Jens Stoltenberg, Mark Rutte qui a succédé à Stoltenberg à la tête de l'OTAN, Mark Rutte qui avait d'excellentes relations avec Macron avant. Et donc aujourd'hui la France peut quand même se targuer de dire, attendez, dites pas qu'on a complètement disparu, regardez, von der Leyen est incapable d'organiser une réponse européenne, et aujourd'hui ça se passe à Paris, et c'est vrai qu'à la décharge de Macron, on rappelle que les dépenses militaires de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, sont pour chaque pays très supérieures aux dépenses militaires françaises. Je publierai un tableau en dessous de cette interview, en dessous de cet entretien, je publierai le tableau des dépenses militaires dans le monde, et la France est aujourd'hui reléguée bien après l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Donc ça veut dire que malgré cela, la France peut convoquer un sommet, et si je peux me faire l'avocat du diable, mais je crois que c'est important d'équilibrer les choses. Et par ailleurs, c'est vrai que le fait que Olaf Scholz vienne représenter l'Allemagne à 8 jours de sa probable éviction, ça n'aide pas non plus les Européens à agir sur le fond. Oui, ce qui d'ailleurs rend service aux États-Unis, puisque les États-Unis n'ont même pas écarté l'Europe activement. L'Europe n'a pas les moyens de parler d'une seule voix et de faire valoir un point de vue. D'autant plus que les pays baltes jettent de l'huile sur le feu, et que même si ça ne doit pas empêcher Poutine de dormir, malgré tout, c'est dangereux ce qui se passe en mer Baltique, parce que ça peut toujours déraper. Il suffit qu'il y ait un incident entre un avion de l'OTAN et un avion russe. Et tous, on sait très bien qu'il n'y a jamais une maîtrise absolue des communications qui fait qu'on se parle pour se dire non, c'est rien, c'est juste que nos avions ont un pied de chaque côté de la ligne blanche. Donc, tu as vu cette histoire de l'avion russe civil qui devait aller à Kaliningrad et qui était obligé d'atterrir pour des raisons météorologiques en Pologne? Et les Polonais ont refusé d'apporter de l'eau, de remettre j'ai manqué ça, du kérosène. Voilà, il y a une tension, il y a une haine viscérale que je peux comprendre, même si je ne le dis pas très fort, une haine viscérale des Polonais pour les Russes, qui constitue quand même une zone de danger pour nous. Oui, mais enfin, les Polonais, c'est quand même ces gens qui croient toujours que les Russes sont leurs plus grands ennemis et qui, en général, se font détruire ensuite par l'Allemagne. Oui, historiquement. C'est pour ça qu'on a inventé les Polonais. Et s'il y a des lecteurs polonais qui sont choqués, j'argumenterai. Non seulement tu fais des remarques horribles sur les Italiens roublards, mais en plus tu fais des remarques horribles sur les Polonais idiots. Historiquement, voilà. Bravo. Je connais un seul Polonais qui avait la tête politique, mais il se trouve que c'était pas un politique, il était pape. Voilà. Et je peux faire comme ça encore des gentillesses, si tu veux. On va faire une émission spéciale Pologne, tel qu'on est parti. Bon, c'était évidemment de l'humour, de temps en temps on en fait. Il faut arrêter de dramatiser chaque fois qu'on rit. Je ne sais plus qui m'a fait une remarque. Hier, j'ai fait une vidéo sur la faillite de l'État français. J'en me dis, en plus, vous dites ça avec un sourire, c'est scandaleux, vous devriez avoir une tête de déterré. Bon, ben non. Le rire est toujours un protecteur de la liberté. Et le fait qu'on ne rit plus en France, et que d'ailleurs souvent les chansonniers un peu méchants soient menacés de censure, c'est bien un signe que nous avons perdu la liberté. Ben, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'un certain nombre de gens se la racontent sur « je suis résistant, je suis dissident », et vous n'avez pas le droit de rire. Alors, mais attendez, c'est quoi la différence entre vous et les intégristes musulmans qui nous expliquent qu'on n'a plus le droit d'écouter de musique et autres? Bon, bref, celle-là, elle est faite. On se retrouve lundi prochain. Mercredi, n'oubliez pas notre rendez-vous sur notre trilatéral avec Thierry Messon
Édouard Husson, et moi, on reparlera de situation internationale. Et puis, n'oubliez pas, jeudi, Ulrike Reisner qui nous parlera de la conférence sur la sécurité à Munich, de la situation européenne qu'on va suivre de près. On va faire cette émission quand même, si j'étais de Gaulle, un truc comme ça, en toute modestie. Et puis quelques surprises. Vous retrouverez par exemple Youssef Indy et Plaquevent, j'ai oublié son prénom, il a un prénom compliqué, je ne veux pas l'estropier. Pierre-Antoine Plaquevent, qui sortent un livre préfacé par M. Husson. Je les interviewe vendredi. Et puis nous aurons encore quelques autres surprises cette semaine. À très vite et merci de votre écoute.